Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième cours d'immunopathologie consacré aux allergies et hypersensibilités. Alors la notion d'allergie, elle est intuitive, je dirais. Il s'agit d'une réponse immunitaire que l'on considère comme inappropriée ou exagérée vis-à-vis d'antigènes qui pourtant ne sont pas associés à des choses dangereuses a priori, des pollens, des aliments, des médicaments, etc. Euh, la notion d'hypersensibilité, en fait, au départ, part exactement du même concept. Et puis, petit à petit, on a classé les différents types d'hypersensibilité en fonction de mécanismes immunopathologiques très stéréotypés, trop stéréotypés pourrait-on dire. Et finalement, cette classification des hypersensibilités de Gell et Coombs, que nous allons voir ici, que vous voyez également dans le cours d'anatomopathologie de M. Delven, est devenue de façon très générale une façon de classer les phénomènes immunopathologiques, qu'il s'agisse de maladies de type allergique ou qu'il s'agisse d'autres phénomènes immunopathologiques, auto-immuns, etc. Donc, on va parler ici d'hypersensibilité de type 1, 2, 3, 4, etc., sachant que c'est un cours sur les allergies, mais en faisant malgré tout allusion dans certaines situations à des maladies auto-immunes, à des maladies infectieuses qui dépassent le cadre de l'allergie. Donc, c'est des termes qui ne sont pas très très précis. Chaque année, j'hésite à savoir si je vais encore parler de cette vieille classification de Gell et Coombs. Et puis, malgré tout, elle est pratique pour certaines choses, notamment pour comprendre certaines techniques de diagnostic ou certaines approches thérapeutiques. Donc hypersensibilité, c'est pas exactement la même chose qu'allergie, mais j'espère que vous avez compris d'où viennent ces termes et la dérive qui s'est produite autour de leur signification et la raison pour laquelle parfois on dira un lupus érythémateux se développe selon une hypersensibilité de type 3, alors qu'en fait un lupus est une maladie auto-immune et n'est pas une maladie allergique. Quelque chose qui est important, c'est que les deux termes, qu'il s'agisse d'allergie ou d'hypersensibilité, se réfèrent à l'immunité adaptative, donc c'est quelque chose qui implique soit les lymphocytes B, soit les lymphocytes T, soit le plus souvent les deux, avec la mise en évidence d'un antigène spécifique, la notion de mémoire, la notion de susceptibilité individuelle, parce que tout le monde ne va pas réagir de la même façon en fonction de ces molécules de CMH, etc. Les réponses inappropriées de l'immunité naturelle seront vues dans le cours sur les maladies auto-inflammatoires. Donc, comme je viens de le dire, la classification de Gell et Coombs reste utile et nous allons la suivre ici tout en sachant qu'elle correspond à une sursimplification de la réalité. Dans beaucoup de maladies, on va mélanger plusieurs de ces schémas de base très stéréotypés que sont les 4 hypersensibilités de Gell et Coombs. Alors celle qui continue probablement le mieux à coller à ce petit diagramme, ce sont les hypersensibilités de type 1, celles que le grand public intuitivement appelle les allergies, bien qu'on puisse dire que les allergies peuvent se développer selon les autres types d'hypersensibilité de Gell et Coombs, mais le phénomène allergique immédiat, bien connu de tout le monde, correspond surtout à ces phénomènes de type 1, c'est-à-dire qui dépendent des IgE. En fait, la classification de Gell et Coombs, bien évidemment, fait intervenir des mécanismes, des cellules différentes, etc., mais est aussi caractérisée par une chronologie différente par rapport à l'exposition à l'antigène, du plus rapide au plus lent, avec des situations intermédiaires. Et là aussi, c'est quelque chose de probablement sursimplifié, sachant que parfois les maladies à complexe immun type 3 peuvent survenir de façon plus tardive que l'hypersensibilité de type 4. Enfin, ce qui est clair, c'est que celle-ci est une hypersensibilité immédiate. On commence donc par ces phénomènes d'hypersensibilité de type 1. Encore une fois,
c'est le grand public et c'est l'usage commun qui assigne surtout le terme d'allergie à ces phénomènes d'hypersensibilité type 1. Il y a de l'allergie, il y a par exemple des pneumonies d'hypersensibilité qu'on appelle alvéolite allergique extrinsèque dans les phénomènes d'hypersensibilité de type 3 aussi. Donc ceci est purement une question d'usage. Qu'est-ce qu'on entend par atopie? L'atopie, c'est le terrain, à la fois reflétant à la fois la génétique, mais aussi l'histoire ancienne d'exposition antigénique ou autre dans la période néonatale. C'est le terrain qui va faire que certains individus vont faire beaucoup de phénomènes allergiques de type 1 ou pas. Alors, par définition, ces phénomènes de type 1 vont impliquer les IgE et la dégranulation des cellules qui ont des récepteurs pour ces IgE. On pourrait ajouter aux mastocytes des basophiles d'ailleurs. Ce qui est très important, et ça fait l'objet de vignettes aux examens intégratifs, c'est la notion de fixation préalable. Donc je vais vous montrer sur un schéma, mais les IgE vont venir se fixer sur les cellules en question par leur partie Fc, et c'est secondairement que l'allergène va venir s'y fixer et provoquer la dégranulation. Le phénomène est aussi lié au recrutement secondaire de cellules inflammatoires, notamment les polynucléaires et eosinophiles, qui sont attirés par certains facteurs chimiotactiques libérés par la dégranulation des mastocytes ou des basophiles. Alors d'emblée, une mise au point, une sorte d'ambiguïté quant à la classification des maladies. Il y a de nombreuses maladies dans lesquelles le mastocyte devient indépendant de ce phénomène de fixation d'allergènes sur les IgE et peut dégranuler indépendamment de ce mécanisme-là. Donc toute maladie d'activation mastocytaire, qui pourtant va se traduire cliniquement de la même façon qu'une hypersensibilité, qu'une allergie, n'est pas nécessairement allergique. Il est bien clair que le mastocyte est contrôlé par d'autres choses que ce récepteur pour les IgE et peut donc, dans toute une série de situations, dégranuler alors qu'aucun allergène n'a été introduit. Ce qui remet une couche supplémentaire dans la complexité, c'est que certains patients peuvent cumuler les deux. C'est bien le cas notamment dans l'asthme. L'asthme qui est souvent une maladie à composante allergique, mais un même patient asthmatique peut avoir des crises d'asthme déclenchées par un allergène, alors que d'autres surviennent de façon indépendante de cet allergène. Un exemple de maladie d'activation du mastocyte qui le plus souvent n'est pas allergique, l'urticaire, dont voici des lésions tout à fait classiques. Alors voici le schéma de base qu'il est important de bien connaître. Vous avez cet événement initial dans lequel un lymphocyte B, dont le BCR est spécifique d'un antigène donné, qu'on appelle ici allergène, sous l'influence d'une sous-population particulière de lymphocytes T helper, caractérisée par sa production d'interleukine 4, la commutation de classe se fait préférentiellement vers la production des IgE, avec à la fois une différenciation de cellules mémoire qui vont constituer la mémoire allergique. Une fois qu'on est allergique à quelque chose, d'habitude, on le reste toute sa vie. Mais aussi des plasmocytes qui vont fabriquer des IgE. Les IgE vont se déposer, donc souvenez-vous, c'est des anticorps qui sont très peu concentrés au niveau du sang en comparaison avec les autres classes d'anticorps qui ont une demi-vie très courte, mais elles vont aller en quelque sorte se concentrer et persister à la surface de certaines cellules, comme notamment les mastocytes, où elles peuvent persister pendant des périodes assez prolongées. Si secondairement l'allergène vient se fixer à la surface, sur la partie FAB de ces IgE,
ça va provoquer une sorte d'agglutination des récepteurs correspondants avec un signal d'activation qui provoque d'une part une dégranulation immédiate, d'autre part la synthèse de différentes substances, aussi bien des protéines que des prostaglandines, leucotriènes, etc. Et toutes ces substances vont à la fois provoquer des phénomènes immédiats, contraction des muscles lisses, vasodilatation par rapport à la production de monoxyde d'azote, stimulation des glandes muqueuses, agrégation plaquettaire, démangeaison, recrutement de cellules inflammatoires, et ceci représente l'hypersensibilité de type 1. Alors ce qu'il faut évidemment bien comprendre, c'est que quand l'exposition à l'allergène se produit, euh, tout ceci s'est déjà passé dans les mois ou les années qui précèdent, bien évidemment. Si tout devait se mettre en place quand on rencontre l'allergène, la crise ne surviendrait pas dans les minutes qui suivent, mais dans les jours qui suivent au moins. Alors de nombreuses maladies très importantes en médecine impliquent des phénomènes d'hypersensibilité de type 1, parmi lesquels, mais il y en a d'autres, le rhume des foins, l'asthme, qui peut avoir une composante non allergique également, comme on l'a dit, la dermatite atopique ou eczéma, qui peut par ailleurs faire jouer de l'hypersensibilité de type 4 en plus, les allergies alimentaires, j'entends les vraies parce que on a tendance à galvauder quelque peu le terme allergie alimentaire et poser ce diagnostic même quand des IgE contre les aliments suspects ne sont pas présentes, dans des phénomènes sévères, quand la libération de tous ces produits mastocytaires ou du basophile sont suffisantes pour provoquer un collapsus, notamment parce que la vasodilatation ou la bronchoconstriction vont être telles que l'homéostasie globale du patient est mise en danger. Alors, on peut être allergique à tout, bien évidemment. Certains antigènes ont des propriétés allergéniques majeures, notamment une des allergies les plus prévalentes à la surface de la Terre est l'allergie aux acariens, bien connue. On estime même qu'elle pourrait contribuer à polariser toute la réponse immunitaire dans le sens Th2, y compris vers des choses auxquelles au départ le patient n'était pas allergique. Donc c'est un rôle un peu de driver dans les phénomènes d'allergie. Les acariens ont de multiples allergènes, mais des plus connus est l'allergène d'RP1 qui a des propriétés protéolytiques et notamment qui va rendre les épithéliums plus perméables, notamment en détruisant l'occludine qui intervient dans l'imperméabilité des jonctions serrées. Et donc de cette façon-là, tous les antigènes qui se trouvent au niveau de la peau, par exemple, ou des muqueuses, y compris des antigènes qui ne viennent pas de DRP1, peuvent pénétrer en dessous des cellules épithéliales et aller y rencontrer des cellules du système immunitaire en favorisant cette réponse de type Th2. Il n'est pas inutile de rappeler la régulation de la commutation de classe vers les IgE. Bien évidemment, tout le monde peut faire des IgE, même les personnes qui ne sont pas allergiques. Les IgE jouent notamment un rôle important, mais pas uniquement, dans la défense contre les helminthes, en étant responsable d'un phénomène qu'on appelle ADCC, souvenez-vous, notamment des cellules que sont les polynucléaires éosinophiles, peuvent, par leur récepteur Fc epsilon R, reconnaître des IgE fixés sur un helminthe et en réponse à cette reconnaissance, libérer toute une série de substances qui sont toxiques pour le parasite. Ça, c'est le rôle physiologique des IgE. La commutation de classe vers les IgE, elle est liée au lymphocyte Th2 et c'est la cytokine appelée interleukine 4 qui joue le rôle le plus important dans cette commutation de classe. Le processus est sous le contrôle des lymphocytes T régulateurs qui ont tendance à inhiber les Th2, les Th1 aussi d'ailleurs, mais jouent un rôle de contrôle sur la réponse Th2,
Souvenez-vous, dans le cours d'immunologie de l'année dernière, la photo de l'apiculteur couvert d'abeilles qui n'a pas de crainte quant à son allergie, parce que ces lymphocytes T régulateurs se mettent en place et inhibent sélectivement les réponses TH2 vis-à-vis du venin d'abeille. Juste un petit schéma pour vous rappeler les différents niveaux d'action de ces T régulateurs, n'est-ce pas, qui vont inhiber tant la commutation de classe vers les IgE que une action inhibitrice directe sur les éosinophiles et les cellules de l'allergie, les mastocytes, etc., voire même un rôle plus important sur la prolifération, le remodelage des cellules épithéliales, notamment grâce au TGF-bêta. Alors, souvenez-vous aussi que on y reviendra dans le cours sur l'auto-immunité. Les T régulateurs sont très schématiquement reconnus parce qu'ils expriment de façon constitutive un récepteur de haute affinité pour l'interleukine 2 qui est caractérisé par la sous-unité CD25. Ils ont par ailleurs un facteur transcriptionnel très spécifique qui est le FOXP3 qui sert en quelque sorte à les identifier. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on est allergique ou pas, qu'on est atopique ou pas, que tout ce système de régulation va être pris en défaut? Eh bien, on va rencontrer chez les allergiques toute une série il y a une génétique très compliquée, mais de polymorphismes, voire de mutations, de gènes qui sont impliqués, tant au niveau de la barrière épithéliale elle-même. C'est probablement parmi les mutations les plus fréquemment trouvées chez les atopiques. C'est des personnes qui ont des épithélias trop perméables, notamment des mutations de cette protéine appelée filagrine vont favoriser la pénétration des antigènes de l'environnement au niveau sous-muqueux ou sous-épithélial. Mais on trouvera aussi des polymorphismes de l'interleukine 4, de l'interleukine 13, de différentes gènes qui régulent la fonction des mastocytes. Alors une cytokine dont on parle de plus en plus dans ces phénomènes allergiques, c'est l'interleukine 33, son récepteur s'appelant ST2. Donc l'interleukine 33, c'est une alarmine, c'est une cytokine qui est libérée par les cellules épithéliales en réponse à différents types d'agressions, pourrait-on dire, et qui va contribuer à polariser les réponses immunitaires. Et de plus en plus, le rôle de ces alarmines dans la polarisation TH2 est bien mis en évidence. Donc j'ai ajouté ces informations concernant l'interleukine 33 qui n'étaient pas présentes dans les diaporamas des années précédentes parce que c'est réellement une cible thérapeutique extrêmement prometteuse en traitement des maladies allergiques. Donc l'interleukine 33 est sécrétée sous la forme d'un précurseur, notamment par les cellules épithéliales. Ce qui est intéressant, c'est que la forme active, elle peut être clivée notamment par la protéase de certains allergènes. Je vous ai parlé tout à l'heure de DERP1 qui clive les tight junctions, mais elle intervient également dans ce clivage de l'interleukine 33 et la forme active va agir sur tous les acteurs de l'allergie en fait. Depuis les mastocytes qui vont avoir tendance à emballer le phénomène puisque certaines enzymes libérées par le mastocyte contribuent aussi à cliver ce précurseur de l'interleukine 33, les basophiles, les lymphocytes TH2, les éosinophiles, toutes ces cellules possèdent des récepteurs pour la forme active de l'interleukine 33. Donc c'est probablement une des cibles les plus prometteuses dans le traitement de ces phénomènes. Alors qu'est-ce qui au départ peut provoquer cette libération d'interleukine 33 ? Toute une série de choses, notamment les infections virales. On estime souvent, notamment en allergie respiratoire, qu'une infection virale est parfois le début d'un phénomène allergique chronique chez les enfants notamment. Mais aussi, on va y venir dans quelques minutes concernant
le fait que la prévalence des maladies allergiques a fortement augmenté dans les pays industriellement développés ces dernières années, la pollution atmosphérique, les particules fines, etc., sont impliquées dans la libération d'interleukine 33 par les épithéliums. Il en va de même au niveau des allergies alimentaires ou certains types d'aliments, notamment des nourritures modifiées de façon industrielle, etc., pourraient être inductrices d'interleukine 33. Alors un mot sur la théorie de l'hygiène. Donc c'est une théorie qui est aussi souvent mise en avant pour expliquer l'accroissement de la prévalence des maladies allergiques dans nos pays. D'un côté, je dirais des hypothèses concernant la pollution, les particules fines, etc. C'est la théorie selon laquelle notre prédisposition à devenir allergique dépend non seulement de notre génétique, mais aussi de notre exposition à des microbes au sens large du terme dès les premiers moments de notre vie. Le fait par exemple qu'on naisse par césarienne ou bien par voie basse, le fait qu'on soit allaité ou pas, tout ça a un impact à long terme sur le risque de devenir allergique. Et une théorie, je dirais, qui n'est pas encore totalement mûre en termes des mécanismes, mais qui indiscutablement est une théorie juste, c'est que cette stimulation précoce de notre immunité naturelle par des PAMP microbiens, les PAMP des microflores notamment, va en quelque sorte modifier de façon durable le seuil d'activation de nos Treg, en nous rendant ainsi plus ou moins susceptibles de développer par la suite, pendant toute notre vie, des phénomènes de type allergique. Donc le niveau d'activité des Treg serait réglé par l'exposition microbienne pendant les premières années de la vie. Voici un article qui avait, je dirais, été un argument important pour soutenir ce type de théorie. Un article du New England dont il faudrait retrouver les références. Je peux le faire d'ailleurs. Donc voilà l'article en question qui date d'une vingtaine d'années maintenant, où on a mesuré le risque de développer des phénomènes de type asthmatique avec l'exposition environnementale à l'endotoxine. L'endotoxine étant ici, à PAMP évidemment, est un proxy pour les conditions générales d'hygiène du foyer. Et donc ce qu'on voit, c'est que plus il y a d'endotoxines mises en évidence dans les matelas de ces enfants, eh bien moins grand est le risque de développer un rhume des foins ou des phénomènes de type atopique en général et asthmatique. Alors il y a une série de mécanismes proposés pour tout ça, notamment le fait que les Treg ont des récepteurs TLR pour différents PAMP, et que de façon durable, par une sorte de mémoire ou plutôt d'épigénétique, pourrait-on dire, puisque ce n'est pas une stimulation du TCR, donc le terme de mémoire adaptative ne s'applique pas, mais par une sorte d'épigénétique durable, de trained immunity, la stimulation des Treg dans la petite enfance pourrait, de façon non antigène spécifique, faire en sorte que certaines personnes aient des Treg plus efficaces que d'autres. Ça, c'est pour, je dirais, la théorie et ce qui explique que les allergies se développent, que certaines personnes sont plus résistantes que d'autres. On retombe maintenant sur le phénomène, je dirais, une fois qu'il se déclenche. Donc toute une série d'événements sur lesquels on va essayer d'agir pour traiter ces phénomènes d'hypersensibilité type 1. Et bien évidemment, les deux cellules actrices, ce sont les mastocytes et le basophile. Le récepteur Fc epsilon R1 joue un grand rôle dans ce phénomène. Je vous l'ai dit, l'antigène contient généralement plusieurs épitopes, va se fixer sur le mastocyte, et cette double fixation des IgE à l'antigène va provoquer un rapprochement de ces Fc epsilon R1 avec le déclenchement des signaux d'activation qui vont à la fois aboutir à la dégranulation,
à la synthèse de cytokines, de chimiokines et de prostaglandines et de leucotriènes. Une cascade d'activation qui reprend des intermédiaires que vous connaissez parce qu'ils sont en partie les mêmes que dans d'autres cellules du système immunitaire, y compris les lymphocytes T, les lymphocytes B. Et on ne va pas nécessairement le détailler ici, mais vous comprenez d'emblée que des substances comme la cyclosporine, par exemple, qui agissent sur la translocation d'NFAT, ou bien des inhibiteurs de BTK, puissent être utilisés dans des phénomènes impliquant la dégranulation des mastocytes, et tout ça, ça fait partie des traitements expérimentaux ou semi-expérimentaux de ces phénomènes. Alors, de façon plus classique, je dirais, on va distinguer dans la dégranulation des médiateurs primaires et des médiateurs secondaires. Donc, les médiateurs primaires sont déjà formés, ils sont présents dans les granules, donc ils vont être libérés immédiatement en cas d'activation. Par contre, les médiateurs secondaires vont devoir être synthétisés et vont être responsables de phénomènes plus tardifs que les phénomènes immédiats survenant à la dégranulation. Voici des exemples de ces médiateurs, il y en a d'autres. Parmi les médiateurs primaires, le plus connu est indiscutablement l'histamine, mais on a également des protéases dont on a parlé, qui vont notamment contribuer au clivage de l'interleukine 33 dont on parlait tout à l'heure, mais d'autres phénomènes également. Parmi les médiateurs secondaires, les leucotriènes, les prostaglandines, certaines cytokines vont jouer un rôle dans la phase tardive de ces hypersensibilités de type 1. L'histamine est un composant très important quantitativement de ces granules. Je vous rappelle, mais vous avez dû voir ça en pharmacologie et en biochimie, donc c'est certainement pas l'objet de ce cours. Les trois types de récepteurs, ceux qui nous intéressent ici étant plutôt des récepteurs H1. Les récepteurs H2 interviennent au niveau de l'estomac, les H3 au niveau du système nerveux. Ça a une petite importance puisque je vais vous parler dans quelques minutes d'antihistaminiques pour traiter les phénomènes allergiques. On considère qu'ils agissent sélectivement sur les récepteurs H1, mais on peut parfois trouver un mélange de H1 et de H2 au niveau des tissus cibles de l'allergie, si bien que dans certains cas, des médicaments qui agissent à la fois sur les anti-H1 et les anti-H2 sont parfois considérés dans des phénomènes réfractaires, je dirais, au traitement par antihistaminique. Médiateurs secondaires, les leucotriènes et la prostaglandine, dont tous les détails de synthèse vous ont aussi été exposés dans les cours de biochimie. De façon très simple, on peut considérer qu'ils ont le même type d'effet que l'histamine, bronchoconstriction, vasodilatation, etc. Mais ce sont des effets qui surviennent plus tardivement, de façon plus prolongée et de façon plus puissante aussi que ceux de l'histamine. Les cytokines et les chimiokines inflammatoires sont présentes au niveau de ces mastocytes, notamment comme le TNF-alpha et son rôle dans le choc anaphylactique. On a vu le TNF-alpha et le choc septique, la même cytokine peut jouer un rôle dans le choc anaphylactique. Et il y a également des facteurs chémoattractants qui vont recruter sur place des cellules inflammatoires, des eosinophiles, des neutrophiles, etc. Donc important à retenir l'hypersensibilité à deux phases, une phase immédiate liée à la dégranulation et des phases plus tardives liées bien évidemment aux médiateurs secondaires, mais surtout à des facteurs chémoattractants qui vont recruter sur place des cellules inflammatoires. On pourra même, si les phénomènes d'activation de l'hypersensibilité type 1 sont répétés, avoir une sorte d'état chronique, d'état inflammatoire chronique, qui va finir par dégrader le tissu au sein duquel il se développe. C'est le cas par exemple du poumon des asthmatiques.
Donc on a déjà vu des exemples de ces phénomènes d'hypersensibilité de type 1. Comment diagnostique-t-on les phénomènes d'hypersensibilité de type 1? Il y a différentes façons de le faire. Là aussi, on ne va pas entrer dans les détails. Très souvent, les personnes qui sont atopiques ont des concentrations totales d'IgE accrues. Ce ne sera pas toujours le cas. Il y a parfois des allergies très spécifiques à un allergène donné et qui ne s'accompagnent pas nécessairement d'IgE total accru, mais c'est l'exception. Si vraiment on veut avoir une idée plus spécifique de la chose à laquelle le patient est allergique, ce qui évidemment peut être intéressant, il y a différentes techniques de dosage des IgE spécifiques qu'on appelle historiquement des RAST, mais le R pour radioactif n'a plus vraiment d'objet. Ce sont des techniques non radioactives qui sont utilisées. On a même maintenant des techniques avec des micropuces qui permettent de tester sur un seul échantillon sanguin la présence d'IgE dirigés contre des centaines d'allergènes différents. La spécificité de ces tests basés sur les IgE sanguines, parce que je vous rappelle que les IgE sont surtout importantes quand elles sont fixées sur les mastocytes, où elles sont parfois en quantité relativement plus importante qu'au niveau du sang. Et donc le dosage des IgE au niveau du sang ne reflète pas toujours ce qui est présent au niveau des tissus à la surface des récepteurs Fc epsilon R. Et donc pour confirmer la positivité d'un test sanguin, voire même dans certains cas pour mettre en évidence des allergies qui n'auraient pas été diagnostiquées par le test sanguin, on peut être amené à réaliser des tests cutanés selon différentes modalités dont les dermatologues vous parleront. Le traitement des phénomènes d'hypersensibilité de type 1, ça peut se produire à différents niveaux. On peut évidemment bloquer la dégranulation des mastocytes. Donc toute cette activation entre le récepteur epsilon R1 et la dégranulation elle-même ou la synthèse de différentes protéines. Alors il y a un vieux médicament qui est le chromoglycate, mais qu'on n'utilise plus beaucoup de nos jours, qui inhibe la dégranulation. Mais la cyclosporine notamment peut intervenir dans cette cascade d'activation, voire plus récemment des inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton. Souvenez-vous du petit schéma que je vous ai montré il y a quelques minutes, où dans toute cette cascade, la BTK peut jouer un rôle, et en inhibant la BTK, on pourrait améliorer certaines maladies d'activation mastocytaire. La façon la plus classique néanmoins, ceci n'est pas très classique évidemment, donner de la cyclosporine pour traiter les phénomènes d'activation mastocytaire. Ce qui est plus classique, c'est de bloquer les médiateurs, et évidemment les anti-H1, voire dans certains cas les anti-H2 peuvent être utilisés. De même, le Montelukast c'est un inhibiteur, ou plutôt un antagoniste des récepteurs aux leucotriènes. On peut agir en amont en limitant la synthèse d'IgE. Et donc classiquement, il n'y avait qu'une seule façon de le faire, c'était de désensibiliser, puisque la désensibilisation va consister à recruter des Treg qui vont freiner cette commutation de classe vers les IgE, en favorisant plutôt une commutation de classe vers les IgG4. De façon plus récente, on a développé des anticorps monoclonaux qui bloquent, qui sont des antagonistes du récepteur de l'interleukine 4, le dupilumab notamment, qui va bloquer cette commutation de classe vers les IgE. On a aussi un monoclonal qui est dirigé contre les IgE elles-mêmes, qu'on appelle omalizumab buxolaire, qui va réduire la concentration des IgE et secondairement limiter leur fixation sur les récepteurs. Ces médicaments sont utilisés notamment dans l'asthme et dans des phénomènes dermatologiques comme l'urticaire. La désensibilisation, je vous en ai parlé, c'est tout simplement de façon empirique
une façon de limiter la réponse TH2 en activant les Treg, euh, en injectant l'allergène, en court-circuitant toute cette réponse épithéliale qui est délétère et en générant une réponse Treg qui va petit à petit inhiber la réponse TH2 et limiter la quantité d'IgE qui sont produites. On pourra également agir sur la phase tardive de ces phénomènes d'hypersensibilité de type 1 avec des médicaments comme les corticoïdes, comme un anti-IL-5. Je vous ai dit que les eosinophiles jouent un grand rôle dans la phase tardive des phénomènes d'hypersensibilité de type 1. Et l'interleukine 5 est un facteur de croissance essentiel pour les eosinophiles. En ajoutant des corticoïdes, on va aboutir assez rapidement à une disparition des eosinophiles, mais avec des effets secondaires parfois inacceptables. Donc un monoclonal dirigé contre l'interleukine 5 peut permettre de façon plus ciblée de réduire la réponse éosinophilique dans ces phénomènes d'hypersensibilité. Rappel, tous les phénomènes mastocytaires ne sont pas allergiques, notamment c'est le cas pour les urticaires, mais aussi un phénomène qui est un équivalent, souvent un équivalent urticarien, qui est l'angioedème. Donc ça correspond à une libération de médiateurs vasodilatateurs de façon plus profonde que dans l'urticaire, souvent dans des tissus qui sont relativement lâches et qui se laissent distendre de façon visible, comme la lèvre de cet enfant. La plupart des urticaires ne sont pas induites par un allergène, bien que les urticaires puissent se produire chez des patients qui sont atopiques, mais le déclencheur des poussées d'urticaire est le plus souvent non allergénique. C'est d'ailleurs le cas d'angioedèmes histaminiques qui ont le même mécanisme que ces urticaires spontanés. Alors néanmoins, malgré le fait que ces maladies sont le plus souvent indépendantes d'un allergène, l'omalizumab, qui est un traitement anti-IgE, est efficace et ça fait encore l'objet de discussions quant au mécanisme exact par lequel ce traitement anti-IgE est efficace dans l'urticaire. Et donc un rappel encore, mais on y reviendra dans le cours sur l'auto-inflammation. Il y a d'autres angioedèmes, donc les angioedèmes histaminiques sont ceux qu'on peut assimiler à l'urticaire, à l'asthme, etc. Mais certains angioedèmes sont indépendants de l'histamine, ne répondent d'ailleurs pas du tout au traitement antihistaminique ou à l'omalizumab, et sont liés à une production intempestive de bradykinine, notamment soit par la prise d'inhibiteurs d'enzymes de conversion, soit par des déficits génétiques de l'inhibiteur de C1-estérase, et nous en reparlerons dans le cours sur l'auto-inflammation. Donc ça termine cette première partie du cours sur les hypersensibilités. Dans la deuxième partie, nous verrons le type 2, le type 3 et le type 4.